Financement. Autre grand thème, l'élargissement de l'Union à 6 pays de l'Est. Une stratégie d'adhésion est adoptée, mais on s'est bien gardé de fixer des dates. Sur la Bosnie, constat d'échec. Mais cette fois, les chefs d'État et de gouvernement ont été un peu plus hardis qu'en début de semaine à Budapest, lors de la réunion de la CSCE, la conférence sur la sécurité en Europe. Il n'y avait alors même pas eu d'appel au cessez-le-feu, un minimum. Cette fois, à l'initiative de la France, les Européens appuient sans réserve la force-promu malmenée sur le terrain. Et les menaces d'un retrait des casques bleus, sérieusement évoquées ces derniers jours, semblent une fois de plus s'éloigner. Pour le président Mitterrand, il n'y a pas d'alternative à la politique humanitaire. La seule solution, dit-il, c'est une paix négociée. Oui, mais laquelle ? Alors Jacques Delors, vous avez à Essen plaidé contre le chômage, pour des réformes sociales, pour les grands travaux. On a l'impression que les 12 plus 3 vous ont écouté, mais qu'au bout du compte, il y a eu surtout un catalogue de bonnes intentions. Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça. D'abord, en ce qui concerne les grands réseaux d'infrastructures que j'avais proposés il y a 1 an à Bruxelles, c'est-à-dire pour dire aux gens des autoroutes, c'est ça les grands travaux, les autoroutes, des trains à grande vitesse, tout ce qui peut permettre de circuler plus vite et moins cher et d'aider à l'aménagement du territoire et notamment au désenclavement des régions les plus périphériques. Eh bien, 14 projets ont été adoptés. 3 financés seulement. Non, non, et que les 14 seront financés et mis en œuvre, ou plutôt mis en œuvre, puis financés avant la fin de 1995. Et ces projets, ça représente quand même sur 10 ans 90 milliards d'écus, plus de 600 milliards de francs. En second lieu, pour l'emploi, j'ai fait adopter 5 orientations générales pour améliorer le contenu en emploi de la croissance, pour éviter que les gouvernements tombent dans l'euphorie parce que l'expansion a repris. En disant que la croissance ne suffisait pas. Et donc le livre blanc est pleinement en vie et maintenant, j'en suis pas peu fier, l'emploi est élevé au même rang que les critères de convergence pour l'Union économique et monétaire. Chaque année, il y aura un rapport spécial sur l'emploi. L'emploi est la priorité des priorités. Alors, on va revenir aux pays de l'Est qui ont fait partie aussi du menu d'Essen et de l'élargissement de l'Europe à ces pays d'Europe centrale et orientale. Mais vous avez fait aussi vos adieux à Essen après 10 ans de présidence de la Commission et 10 ans à la tête de l'Europe. Et d'ailleurs, tous les chefs d'État et de gouvernement vous ont rendu un hommage qui a dû vous émouvoir ce week-end. Qu'est-ce qui reste de ces 10 ans? Est-ce qu'au bout du compte, l'Union a progressé ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le désenchantement et une sorte d'indifférence qui s'est emparée des Européens? Aujourd'hui, un Européen sur 2 pense que l'Europe va pas bien. Il suffit de regarder ce qu'était l'Europe en 1984 pour se rendre compte de la différence. En 1984, tout le monde parlait d'euroscepticisme, d'europessimisme, et aujourd'hui, même si les opinions publiques, parce que l'Europe précisément a pénétré dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée, sont plus soucieuses, plus incertaines, il n'empêche que l'Europe a progressé. Et que, comme l'a dit le chancelier Kohl, en me remerciant, et comme l'a dit aussi François Mitterrand, on a quand même fait beaucoup de travail en 10 ans. Et nous avons résisté aux événements qui sont intervenus, et ils n'étaient pas minces, tels que la chute du mur de Berlin. Par conséquent, je pense que l'Europe est aujourd'hui plus vaillante, mais je reconnais que dans l'opinion publique française, il y a une sorte d'ambiance à la britannique qui est née, mais nous pourrons en reparler tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je ne veux pas nier ce phénomène. Oui, il reste qu'on est quand même encore toujours à définir ce que doit être l'Europe, on va y revenir, et où elle doit s'arrêter. L'Europe, elle existe. Il y a... Prenez par exemple l'évolution économique. Nous sommes de plus en plus interdépendants. Nous sommes aujourd'hui la plus grande puissance économique du monde. Avant les États-Unis, nous sommes le plus grand marché du monde. Nous avons quand même, malgré la récession, créé net 7 millions d'emplois en 10 ans. Donc, quand même, les fondations de la Maison Europe sont là. Alors maintenant, comment faire l'architecture de cette maison? Alors, oui, même avant de faire l'architecture, savoir qui doit entrer dans la maison. Alors, vous avez publié un livre qui a été non seulement très lu, puisqu'il y a plus de 100 000 exemplaires qui ont été achetés, publié chez Odile Jacob, qui s'appelle « L'unité d'un homme » et qui est le fruit de vos conversations avec le sociologue Dominique Volton. Et dans ce livre, vous dites bien que l'Europe ne doit pas inclure la Russie. Or, aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de voix qui disent, au contraire, la Russie doit entrer dans l'Europe. On ne pourra pas faire l'économie de l'Europe sans elle. Alors, que faire de la Russie? Je pense que la Russie est une grande puissance en elle-même, mais que son entrée
dans l'Union européenne nous amènerait jusqu'aux confins de l'Asie, et même en Asie, et que par conséquent, il n'y a pas beaucoup de gens de bon sens qui veulent mettre la Russie dans l'Union européenne. Simplement, nous devons avoir avec la Russie, je le répète, reconnue comme grande puissance, un accord de partenariat et de coopération serré. Et c'est ce que nous avons fait à Corfou. Et d'ailleurs, l'attitude même de M. Eltsine vis-à-vis de nous a changé à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu cet accord, il se serait opposé à la perspective d'élargissement aux pays de l'Europe de l'Est et du Centre, comme s'il s'est opposé à leur entrée dans l'Alliance Atlantique. N'oubliez jamais ça. C'est parce que précisément, il sait que nous sommes une union de paix, un marché attractif, une puissance qui peut les aider, et avec qui il peut travailler, que Eltsine voit sans tristesse, sans ennui, le fait que demain, nous ouvrions nos portes à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Bulgarie. En quoi ça va de soi d'ailleurs que ces pays-là doivent entrer dans l'Europe? Vous dites la Russie, c'est pas notre univers, mais ceux-là, oui. C'est l'Europe. Si vous prenez par exemple le magnifique livre de Stefan Zweig sur l'Europe, eh bien vous voyez que depuis le début du siècle, Vienne, Budapest, Berlin, Varsovie, c'est l'Europe. Les intellectuels, les hommes de science et de culture se promenaient dans toute l'Europe. Ils ont été déchirés ensuite par ces fameuses guerres civiles sanglantes entre nous, mais c'est l'Europe. Depuis que Stefan Zweig a écrit, il y a quand même eu 2 guerres mondiales et qui ont gelé beaucoup de choses. C'est l'Europe. Et croyez-moi, j'ai fait un gros effort pour intéresser précisément les intellectuels à l'Europe. Eh bien, ils se sont réveillés après la chute du mur de Berlin, comme si l'histoire nous restituait l'Europe dans son entièreté. C'est un phénomène fantastique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des disputes inutiles. Quels sont les problèmes des générations à venir, de ceux qui vont gouverner maintenant? C'est comment concilier l'extension de nos valeurs de paix, de reconnaissance mutuelle entre nous, qui sont quand même des acquis de la construction européenne, comment concilier ces valeurs avec l'élargissement à 27, voire 30 pays? Comment le faire? Et deuxièmement, comment le faire tout en gardant une Europe qui, selon moi, doit être une puissance politique généreuse et forte? Comment faire les deux en même temps? Alors, avant vous avez vu le spectacle de la CSE, 52 pays sans institutions, sans âme, qui n'ont rien décidé. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'Europe? C'est le contre-exemple, ça. Avant de passer justement à quelle architecture doit avoir l'Europe demain, juste encore un mot de qui peut entrer. La Turquie frappe à la porte depuis longtemps. Elle fait d'ailleurs partie du Conseil de l'Europe. Cette semaine, des députés kurdes ayant proclamé seulement leur attachement au peuple kurde ont été condamnés à 15 ans de prison pour délit d'opinion. Est-ce qu'on peut faire entrer un pays qui bafoue les droits de l'homme? Dès que j'ai appris la demande même du procureur de condamnation à mort, et Madame Danielle Mitterrand m'a téléphoné aussitôt, j'ai signé avec François Mitterrand et d'autres un appel aux juges turcs, mais aussi au gouvernement turc, car il est absolument scandaleux d'arrêter des députés qui devraient avoir l'immunité parlementaire pour des simples délits d'opinion, alors que une complicité avec le PKK n'a pas été prouvée. Et parmi ceux qui ont été arrêtés, certains, et même une femme, ont subi des violations extraordinaires. Donc vous avez protesté, mais est-ce que demain on doit les faire entrer tant qu'ils bafouent ainsi les droits de l'homme? Moi je suis contre. Et d'ailleurs même pour réaliser avec eux l'union douanière qui a été promise, je pense qu'il faut qu'ils nous donnent des gages en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Il faut bien distinguer cette question de celle du PKK et ne rien mélanger. Alors, parlons donc de cette architecture de l'Europe. Vous avez donné une interview au journal allemand Le Spiegel il y a quelques semaines qui a fait grand bruit d'ailleurs parce que vous alliez au-delà de ce que vous dites précisément dans votre livre et vous avez parlé de fédération d'États nationaux demain pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce choix? Parce que fédéralisme est un mot qui fait peur. Alors, il ne faut pas diaboliser le mot fédéralisme. Qu'est-ce que veut dire le fédéralisme? Cela veut dire définir clairement qui fait quoi, à l'échelon européen, à l'échelon national, voire à l'échelon régional. Donc c'est un système, c'est un système structuré, une architecture qui permet aux citoyens de voir plus clair, ce qui n'est pas le cas actuellement avec le traité de Maastricht. On pense quand même aux États-Unis ou à l'Allemagne, c'est-à-dire une entité supranationale de ces différentes nations qui la composent. Faire une fédération des États-nations d'Europe, ce n'est pas faire les États-Unis d'Europe. Et la preuve, c'est que j'ai indiqué ensuite que dans cette fédération, on prendrait au sommet des décisions soit à l'unanimité, soit à la majorité qualifiée. Et d'ailleurs, si le fédéralisme était aussi odieux, pourquoi a-t-on accepté des éléments de fédéralisme dans le traité actuel? Le vote à la majorité qualifiée dans certains cas,
Qu'est-ce que c'est du fédéralisme? La subsidiarité, c'est-à-dire renvoyer plus près des citoyens, qu'est-ce que c'est? Sinon le fédéralisme, croyez-moi, le fédéralisme est le seul système qui permet la transparence et qui rejette tous les risques de centralisation. Mais en mettant ensemble fédération et État-nation, j'ai choqué, je l'ai fait volontairement parce que en face, il y a des gens, soit qui font des textes mi-chèvre, mi-chou, pour ratisser large, l'époque s'y prête, ou bien des gens qui sont contre l'Europe, tout en disant qu'ils sont européens. Mais cela dit, quand on regarde attentivement votre livre, vous en méfiez tellement du mot fédéralisme qu'il n'y est pas. Vous parlez en effet des États-nations. Non mais c'est vrai, j'ai durci le trait pour sortir de la grisaille actuelle. Parce qu'actuellement, tout le monde a peur de son ombre, essaie de ratisser large, comme je vous ai dit. Il fallait donc choquer. Moi, je trouve que la provocation est souvent un moyen de faire progresser les choses. Alors, sondage de la Sofres pour 7 sur 7, précisément sur cette question. Parmi ces deux conceptions de l'Europe, quelle est celle que vous préférez? Une fédération d'États dont les décisions adoptées par la majorité des membres s'appliquent dans tous les pays, 21%. Une coopération étroite entre les gouvernements nationaux au sein du Conseil européen, 66%. 13 sans opinion. Alors évidemment, la question est compliquée. Non, mais je vais dire aux Français tout de suite que si l'on prend le système qui a 66%, leur faveur... C'est le système actuel? Non, non, non. C'est la CSCE. On ne prendrait aucune décision. Mais en revanche, dans le système que je préconise, il y aurait des fois des décisions à l'unanimité. Par exemple, s'il s'agit de décider d'une action commune en matière de politique étrangère, il faut l'unanimité ou à la limite, un État peut dire « moi je n'y participe pas ». Vous voyez, donc je ne suis pas un maximaliste. Simplement, Anne Sinclair, réfléchissez une minute, regardez cette CSCE, mais regardez autre chose. Pensez-vous... CSCE, on est 52. Hein, oui, on est 52, oui, mais même qu'on serait... Regardez ce qui se passe en matière de politique étrangère commune, pourtant prévue par le traité de Maastricht. Il faut l'unanimité. Eh bien, rien ne se passe. Réfléchissez un instant. Si demain, il n'y a pas un ciment politique dans l'Europe, que deviendra cette politique agricole commune que j'ai défendue, n'en déplaise à M. Chirac, défendue sur le terrain concrètement? Le contrat de mariage implique des obligations et des droits pour tous. Nous avons des acquis. Par exemple, la Convention de Lomé, l'insertion des départements d'outre-mer, la politique agricole commune. Tout ça ne tient que parce que nous aussi, nous avons fait des concessions. Et c'est le paquet d'ensemble. Le paquet d'ensemble ne peut tenir que par une volonté politique. Tous ceux qui disent autre chose nous amènent à une dérive vers une zone de libre-échange sans armes et aux dépens des intérêts de la France. Alors, Édouard Balladur, lui, bien se rappeler de ça, aux dépens des intérêts de la France. Édouard Balladur dit autre chose, vous allez me dire c'est aux dépens des intérêts de la France, il dit les pays européens doivent s'unir selon les sujets et ceux qui veulent faire la monnaie ensemble ne sont pas obligatoirement ceux qui veulent faire la défense ensemble. Alors ça paraît plus pragmatique, mais est-ce que c'est pas plus réaliste? J'en ai parlé avec lui... parce que c'est un texte qui ratisse large. Hein. Monsieur Bosson et M. De Villiers peuvent y trouver leur compte. Il m'a dit que je l'avais mal lu. Mais sa théorie des cercles, ça peut amener quoi un jour? Supposez que la France veuille une politique commerciale extérieure forte, que ça ne soit l'avis ni des Allemands, ni du Benelux, ni des Anglais. Ils pourraient faire un cercle ensemble, plus ouvert. Qui en paierait les conséquences? Nos entreprises, nos exportations. Je vous le répète, il faut un ciment politique. Il faut parler clair aux Français. Nous voulons l'Europe pour le rayonnement de la France, parce que nous pensons que nos marges de manœuvre, à nous comme aux autres, sont trop restreintes, que de grandes puissances arrivent. Nous voulons nous unir sur un paquet clairement défini, et seule une approche fédérale permet de le faire. Et d'ailleurs, ce serait une grande amélioration par rapport au traité de Maastricht, dont la partie politique est très confuse dans ce domaine. Alors, vous avez parlé de la conférence pour la sécurité en Europe, où il a été quasiment rien dit sur la Bosnie. En revanche, à Essen, les 12 ont choisi d'appuyer la Fortprenue. Vous avez le sentiment que retirer les casques bleus aujourd'hui serait la dernière marche de la honte? Je pense que depuis quelques mois, les 12, qui vont devenir 15, sont enfin d'accord. Et je vais me permettre, puisque je suis président de la commission, respectueux de leurs décisions, de vous dire leur thèse. Premièrement, qui accepte d'intervenir militairement en Bosnie? Personne. Deuxièmement, que nous reste-t-il comme arme? La diplomatie. D'où le travail du groupe de contact. Et là, François Mitterrand et Alain Juppé font du bon travail. Et troisièmement, nous voulons mener une action humanitaire, et cette action humanitaire s'appuie sur la Fortprenue.
Et cette force provenue restera, malgré les humiliations qu'elle rencontre aujourd'hui à Sarajevo. Il a été question de la retirer il y a quelques jours. Oui, mais elle restera jusqu'à ce que ça deviendra intenable. Le but, c'est l'action humanitaire. Voilà quelle est la position des 12 actuellement. Ils sont tous d'accord et ils pensent que c'est la position la plus réaliste. Vous parliez de fédéralisme tout à l'heure, d'action commune. Ceci dit, je n'en garde pas moins mon propre point de vue. Tous les discours sur si l'Europe avait eu une politique étrangère commune, est-ce que c'est pas franchement hypocrite? Parce que, comme vous le dites aujourd'hui, en faisant comme ça, qui avait envie d'envoyer des soldats de son pays mourir pour Biatch, même s'il y avait une politique étrangère commune? En dépit que, depuis 1970, nos ministres des Affaires étrangères se rencontrent pour se concerter sur les problèmes de politique étrangère, malgré quelques succès. Je rappellerai l'Afrique du Sud, l'après au Moyen-Orient, où là, vraiment, ils ont vu clair à l'avance, ils ont soutenu des positions. Je peux vous dire que face au drame yougoslave, ils étaient divisés pour des raisons historiques, géographiques et géopolitiques. Et par conséquent, le serait demain s'il y avait une politique étrangère commune? Oui, mais peu à peu. C'est pour ça que je vous ai parlé d'action commune. Là où vraiment ils sentent qu'ils ont un intérêt commun. Par exemple, si demain ils voulaient faire une action, mettons, vis-à-vis de la Turquie, même s'il y a un pays qui n'est pas d'accord, il devrait pouvoir la faire. Une action de rapprochement, après avoir bien réfléchi. Parce que, évidemment, je condamne ce qui s'est passé en Turquie. Mais la question qui se pose est de savoir si, en délaissant la Turquie, nous n'allons pas l'abandonner à l'islamisme et à l'intégrisme musulman. C'est une question qui se pose. Voilà des grands problèmes de politique étrangère. Vous avez dit, je peux dire ce que pensent les 12, je n'en pense pas moins moi-même. Vous pensez quoi sur la Bosnie? Mais je ne veux pas faire la comptabilité des erreurs et tout ça. Je dis simplement que derrière cette guerre civile, il y a quand même, s'est profilé une idéologie de mort, le nettoyage ethnique, et je ne peux pas l'oublier. Et en tant qu'homme de ma génération, responsable, je ne suis pas fier. Même si ceci agace certains chefs d'État, je dois le dire. Je ne suis pas fier. Je crains qu'un jour, mes enfants ou mes petits-enfants ne supportent la conséquence de cela. Je me rappelle la guerre d'Espagne. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. La semaine Jacques Delors a été faite d'autres sujets, des sujets qui inquiètent comme l'avenir de la sécurité sociale ou des sujets qui ont remué l'opinion comme les épouvantables accidents de camions cette semaine. Viviane Jungfer, Joseph Pénisson. Les camionneurs sur la sellette, coup sur coup, 2 terribles accidents impliquant des poids lourds font 14 morts et 26 blessés. L'un entre Grenoble et Chambéry, l'autre dans la principauté d'Andorre. Je suis entièrement responsable. Je suis un assassin. Et comme chaque fois après la tragédie, la polémique sur la sécurité routière et sur l'urgence de développer le transport combiné route-rail. Coïncidence, cette semaine, le tribunal correctionnel de Sens jugeait les responsables de l'accident de l'A6 en août 93. C'est le procès des cadences infernales. Prison ferme requise pour l'employeur, prison avec sursis pour le chauffeur. Jugement jeudi prochain. Gilles Ménage, actuel PDG d'EDF et ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, est mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Les faits remontent aux années 83-86, au moment de l'affaire des Irlandais de Vincennes. Au total, 5 personnes, dont le préfet Christian Proutot, ex-chef de la cellule antiterroriste de l'Élysée, sont soupçonnées d'avoir écouté illégalement journalistes, avocats, politiques et même une actrice. Gilles Ménage invoque le secret défense avant d'ajouter tous ces faits avec l'accord des ministres concernés et du Premier ministre. Pauvre sécurité sociale, c'est le 15e plan en 20 ans et le diagnostic est toujours le même, déficit chronique. Ce énième livre blanc recommande un partage clair des responsabilités, les décisions à l'État, la gestion aux caisses. Un seul mot d'ordre, économiser, ce qui implique sans doute des efforts de tous, des patients comme des médecins. Économie aussi dans l'industrie automobile. Renault et Citroën annoncent à eux deux quelques 3000 suppressions d'emplois. Objectif, gagner en productivité pour mieux concurrencer les voitures japonaises. Un rayon de soleil tout de même dans cette grisaille. 175 000 emplois ont été créés en 9 mois. C'est le meilleur chiffre depuis 6 ans. Jacques Delors, on va parler de l'emploi dans un instant, mais dans votre livre, vous expliquez votre approche particulière des problèmes de société. Vous dites notamment qu'il va falloir remettre la société en mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Cela veut dire que l'on ne peut faire des réformes, à condition que des réformes soient utiles, bien entendu, que si les Français deviennent les propres acteurs de leur changement. Or, dans une société, ou plutôt dans une démocratie, où
c'est créer le vide entre un pouvoir ultra-médiatisé d'un côté, une opinion publique de l'autre, que l'on sollicite uniquement par sondage. Quand les intermédiaires entre le pouvoir centralisé et les citoyens eux-mêmes ne font que des grands-messes, quand les parlementaires n'ont pas les moyens de travailler, c'est-à-dire d'exprimer les aspirations des citoyens et ensuite de leur expliquer des décisions, la société ne bouge plus. Et quand on regarde de Bruxelles la société française, par rapport à l'adaptation qu'elle doit faire au monde, depuis plusieurs années, elle est immobile. Donc il faut la remettre en mouvement. On ne fait pas des réformes d'en haut, on ne le fait qu'en mettant les gens dans le coup. Voilà ce que ça veut dire. Alain Madelin, qui est ministre des Entreprises, vous le citiez tout à l'heure, visiblement il vous a piqué. Dans Le Monde cette semaine, il vous dit, cher Jacques Delors, et il ajoute, vous êtes dépassé, vous êtes plus conservateur que réformateur, et tout ce que vous dites aujourd'hui, vous le disiez déjà il y a 20 ans. Oui, mais je vais lui répondre, parce qu'il ne cite pas les passages de mon livre. Quand par exemple, il dit, vous avez la nostalgie de la planification, mais je parle de la planification pour des raisons bien précises. Ça vous fait l'éloge du plan, hein. Moi j'ai la référence aussi. Oui, hein. mais je veux dire, je dis là, quand on parle de planification, inutile de sortir son revolver, le débat ne peut avoir lieu que si l'on précise ce qu'on entend par là. Je rêve qu'un jour, on puisse restaurer une institution qui soit une boîte nationale à idées, un carrefour pour l'expression des gens, un moyen de scruter l'avenir. Il ne s'agit pas de la planification soviétique ou même de la planification à la française des années 60. Ça ne fait pas très neuf. Ça vous dit qu'il faut exiger la renaissance du commissariat au plan comme lieu de débat d'idées sur la société. Écoutez, hein. Je me rappellerai toujours, à propos du modernisme, parce que c'est un mot qui est encore à la mode, la chanson de Maurice Chevalier. Il chantait, c'est peut-être moins bien, mais c'est nouveau, et si c'est nouveau, c'est rigolo. Moi, j'essaie de concilier la tradition et la modernité. C'est comme si tout ce qui avait été fait avant nous ne nous servait ni de leçon, ni d'expérience, ni de référence. C'est absurde. Et en ce qui concerne l'homme du passé, je conseille à M. Madelin de regarder Times Magazine d'il y a quelques semaines. On y voyait la renaissance de la social-démocratie. Et cette renaissance se faisait sous le thème du communautarisme, c'est-à-dire que nous considérons que l'individu n'est pas simplement une entité en soi, mais qu'il se caractérise par ses appartenances, et que c'est comme ça qu'il se réalise. Et il y avait 3 photos dans le Time Magazine. Tony Blair, 39 ans, patron du Parti socialiste britannique, Rudolf Scharping, 49 ans, patron du SPD allemand, qui a fait un beau succès, et Jacques Delors, 69 ans. D'ailleurs, j'espère qu'il y a des petits jeunes qui vont me remplacer. Mais vous voyez que je ne suis pas si vieux que ça. Hein? Là, les Américains. Oui. Je prends un jugement américain très sévère d'habitude pour les socialistes en général. Je vous écoute, là, les Français aussi doivent se demander en ce moment si c'est en effet un futur candidat qui parle ou si c'est en effet un appel à un futur candidat de gauche de se mettre dans les pas du delorisme. Non, mais je veux dire simplement que je suis un homme qui a mon âge, mais que mes idées ne sont pas des idées du passé. Et que je me suis fier de tenir compte de l'expérience du passé, d'être fidèle à mes valeurs et en même temps d'être un innovateur. Et personne ne le conteste, ça. Et d'ailleurs, je le répète, M. Madelin, que je remercie d'avoir lancé le débat, a fait une lecture sélective de mon livre. Bien. Alors, Alain Madelin, ayant eu sa réponse, on va faire une pause d'1 minute et on va parler de l'emploi. Jean-Jacques plaisait beaucoup aux femmes. Il a été assassiné une nuit de septembre 89. A-t-il été victime d'une maîtresse jalouse ou d'un mari trompé? Y avait-il d'autres secrets dans sa vie? Daniel Perrin, un homme politique du Var parti en croisade contre la corruption. Il a été exécuté par 2 hommes à moto le 29 août 86. Pourquoi ce meurtre? À qui profite cette disparition? L'hypnose peut-elle aider la justice? Vous parlez sans difficulté, vous vous sentez calme et tranquille. Témoin numéro 1 tente une expérience dont vous découvrirez les résultats à l'antenne. Et puis, 1 mois après notre appel à témoins sur l'affaire de la Nationale 90, les rescapés de la route maudite témoignent. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel et Patrick Monet, mercredi 20h50 sur TF1. Reprise de 7 sur 7 avec Jacques Delors. Nous parlerons politique et de sa décision tout à l'heure. On continue sur l'emploi et sur la société française. Dans ce livre, L'unité d'un homme, vous parlez de la société des 2 tiers. Vous dites qu'il y a 2 tiers dans le coup et 1 tiers d'oubliés. Est-ce que c'est un constat sans mea culpa ou bien est-ce que ça veut dire que les socialistes, au fond, n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû? Et je ne veux pas dire vous avec, parce que vous avez été associé qu'au début, mais quand même. Oui, je pense que dans tous les pays européens, le risque existe. Il est dû à l'importance du chômage, à la mauvaise organisation des villes, qui rejettent à la périphérie les pauvres, et pas simplement les immigrés.
mais les pauvres. Il est dû aussi à l'accélération du progrès technique qui déstabilise beaucoup de gens, notamment qui est très difficile à vivre pour le monde agricole et pour les petits exploitants, pour les artisans, pour les patrons de PME, pour les salariés, pour tout le monde. Donc devant cette accélération du monde, devant aussi cet effort pour moderniser, mais parfois aveuglément, eh bien on constate que tous les pays européens engendrent un chômage très fort et que d'autre part, on risque d'avoir des gens qui restent sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment contraire à ma philosophie politique, mais c'est également contraire à la philosophie de tous ceux qui, dans le mouvement ouvrier ou dans la social-démocratie, grâce à l'État-providence, ont voulu que chacun ait sa chance dans la société et soit couvert en cas d'un risque grave qui l'affecte. Cela dit, vous parlez de la société-providence, de l'État-providence dans votre livre qui donne, pour vous, et vous le regrettez, souvent une société, ce que vous appelez de créanciers, qui veut dire au fond d'assister. Oui, c'est ça actuellement c'est ça la crise de c'est ça actuellement l'engourdissement du système social-démocrate. C'est qu'on a fait énormément de progrès. Songez que s'il n'y avait pas eu la sécurité sociale, nous aurions connu après le premier choc pétrolier une crise économique plus grave que celle de 1930, dont on peut encore voir les images. Donc je pense qu'il est très important de revoir ce système. Il est engourdi, pourquoi? Parce que les gens se sont habitués. Il y a des institutions qui délivrent des allocations familiales, qui vous couvrent pour l'assurance maladie, qui vous paient vos retraites, qui paient les accidents du travail, des indemnités de chômage, et puis personne ne considère le système, ce qu'il coûte. Et donc il y a une trop grande distance entre ces institutions, ce qu'on reçoit d'un côté et puis ce qu'on paye de l'autre. Il faut remettre les citoyens dans le coup. Il faut remettre la société en mouvement. On en revient là. Et c'est à eux que vous dites on ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que j'ai vu trop de gens. J'ai vu tout faire, à la fois remettre la sécurité sociale, enfin la laisser telle qu'elle est, faire une politique contre l'emploi, contre le chômage et baisser les impôts. Contrairement à ce qu'on dit, je ne préfère pas le bulletin d'impôt, la feuille d'impôt à la feuille de paye. Mais je dis simplement que si on promet à la fois d'augmenter la feuille de paye et de diminuer la feuille d'impôt, on ment aux Français et on les conduit par des songes. Car regardez les besoins qui sont devant nous. Les besoins en matière de sécurité sociale, le coût de l'assurance maladie, même si des réformes peuvent être faites. Regardez ce qu'il faudrait faire dans nos banlieues pour le logement social. Regardez ce qu'il faudrait faire pour créer des emplois de proximité. Il faut trouver de l'argent pour tout ça. Donc on ne peut pas à la fois promettre de réduire le chômage, de maintenir le système de sécurité sociale et de baisser les impôts que paient les Français sous une forme ou sous une autre. C'est impossible. Est-ce qu'on peut à la fois... Donc, oui. Quand M. Balladur dit « je ne veux pas de réforme sans fracture », et quand M. Chirac nous promet des réformes sans facture, je dis que tous les deux mentent aux Français. Et quand M. Emmanueli dit pas exactement ce que vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il y a un débat à l'intérieur du Parti socialiste, et comme il y en a partout. Quand précisément vos camarades socialistes disent la réduction du temps de travail, en gros ce que vous dites d'ailleurs, elle est inéluctable, mais elle ne peut pas s'accompagner d'une baisse de salaire, qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, je dis tout d'abord qu'il nous faut préparer une société où l'on travaillera moins grâce au progrès technique. La question est de savoir si ce gain de temps nous permettra de donner du travail à tout le monde, ou bien si moi je continuerai à travailler 14 heures par jour, à faire un travail intéressant, pendant que d'autres seront condamnés à être rejetés de la société. Voilà la question. Or, tout ceci doit être pensé. D'où l'idée d'une institution vigie, comme le commissariat du plan, d'où l'idée du dialogue social, de préparer les gens à l'avenir. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille tout le temps consacre 70 000 heures dans sa vie au travail. Dans 20 ans, ça sera 40 000 heures. Comment s'organiser pour offrir à tous des chances? Et aussi, comment gérer ce temps? Est-ce que ça sera vraiment un temps choisi? Il y a donc là un bouleversement de la société qu'il faut préparer. Et tout ça peut se faire de façon différente. Par exemple, dans l'industrie automobile qui a perdu 170 000 emplois en 10 ans. Et qui va en perdre la semaine prochaine encore. Alors, on pouvait se poser la question, comme à Volkswagen en Allemagne, est-ce qu'il ne faut pas travailler que 35 heures? Renoncer à une partie du salaire, faire une baisse de salaire, peut-être pas pour les plus faibles, mais pour les autres, de façon à garder le même nombre de salariés. Par exemple, lorsque je propose, et je ne suis pas le seul, M. Giscard d'Estaing aussi, une baisse des charges sociales sur le coût pour diminuer le coût du travail,
Qu'est-ce que je fais sinon encourager à garder des travailleurs? Le travail sur ceux qui sont le moins payés, sur les plus bas salaires, ou globalement? On peut le faire globalement. Je préfère qu'on le fasse sur les bas salaires parce que ça aura un effet plus grand, plus fort, et que ça permettra de créer beaucoup d'emplois de proximité, ces fameux emplois de service. Mais c'est une mesure générale. Donc vous voyez que tout ceci est lié. Et que par conséquent, il faut dès maintenant le penser. Alors qu'est-ce que dit la droite? La droite dit tout ça, c'est la main invisible du marché qui le fera. On laisse les puissants le faire. Moi, je dis on le fera en rendant les Français sensibles à ces changements, en mobilisant les organisations patronales et syndicales pour qu'elles fassent des accords décentralisés. Mais moi, je ne serais pas choqué que dans une entreprise qui marche bien, on passe de 39 heures à 35 heures, on recrute des jeunes, et qu'en même temps, on ne baisse pas les salaires des plus faibles, et qu'on demande un effort aux autres. Mais tout ceci dépend de la situation de chaque entreprise. Alors pourquoi faire des mesures générales au pas cadencé? Ce n'est pas bon. Robert Hue, dans le Monde cette semaine, comme un certain nombre d'organisations syndicales, dit pour hâter la reprise, il fallait accepter des sacrifices. Aujourd'hui, il faudrait continuer parce qu'il y a reprise. C'est jamais le moment d'augmenter les revenus des salariés. Non, mais l'avertissement vaut la peine d'être lancé parce qu'il est vrai que expliquer depuis 20 ans aux gens qu'ils doivent s'adapter, qu'il faut de la rigueur, alors qu'ils n'en voient pas les résultats sur le plan de l'emploi, ça suffit. Et il est des circonstances dans lesquelles on peut envisager une augmentation des salaires. Et d'ailleurs, il y en aura avec la reprise de la croissance. Mais la question se posera dans chaque entreprise, comment va-t-on répartir la plus-value, ce qu'on a dégagé, la richesse supplémentaire? Est-ce qu'on va la donner tout aux salariés? Est-ce qu'on leur a donné leur juste part? Oui. Pour l'investissement, pour la création de nouveaux emplois. C'est ça qui est en cause. C'est pour ça que j'associe toujours l'idée de solidarité, mais de responsabilité. Car si les Français n'assument pas leurs responsabilités, il n'y aura plus de solidarité. Quand Édouard Balladur vient à la télévision, comme dans le journal de Patrick Poivre d'Arvor cette semaine, et dit c'est l'objectif du gouvernement d'essayer de faire baisser le nombre de chômeurs de 200 000 par an, c'est-à-dire sur 5 ans environ d'1 million. Est-ce que c'est un objectif jouable, selon vous? Est-ce qu'il a raison dans sa bataille? Qu'est-ce que vous pensez de sa bataille contre le chômage? C'est un objectif souhaitable, mais il faudra qu'il sorte de son immobilisme s'il est élu président de la République pour le réaliser. Parce que pour l'instant, c'est l'immobilisme total. Donc il y a simplement la croissance qui est revenue, comme dans tous les pays européens, et qui amène un changement, fort heureusement, de la situation. Et contrairement à ce que dit M. Madeleine, la croissance à elle seule ne suffira pas. J'ai indiqué à Essen, pour convaincre de l'utilité de mon livre blanc, que si les pays européens faisaient 3% de taux de croissance, ce qui est fort, chaque année, jusqu'à l'an 2000, le taux de chômage resterait de 7% en Europe en 2000. Et de 8 à 8,5 en France. C'est-à-dire que vous ne croyez pas aux mesures d'accompagnement de la croissance du plan emploi du gouvernement français? Non, non, elles sont insuffisantes. Il faut aller plus fort et il faut être plus imaginatif. Et évidemment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors, dernière partie des images de la semaine, la politique chez nous, la corruption en Italie. Et j'espère, Jacques Delors, que derrière ces images, vous allez enfin nous répondre. Viviane Ginkfer, Joseph Pénisson. L'homme qui a fait trembler l'Italie jette l'éponge. Le juge Antonio Di Pietro, symbole de la lutte contre la corruption, démissionne parce qu'il se sent, dit-il, manipulé. Le magistrat milanais a perdu son bras de fer avec le chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, impliqué dans 2 affaires de corruption. Depuis plus de 2 ans, il incarnait pour les Italiens l'image de la justice. Aujourd'hui, Di Pietro préfère s'effacer pour, dit-il, dépersonnaliser l'enquête main propre et lui redonner sa sérénité. Sa démission fragilise un peu plus le numéro 1 italien. Flottement autour du projet de loi anticorruption. Qui va voter quoi et quand? On pensait le savoir lundi après la réunion à Matignon sur la moralisation de la vie publique. Le Premier ministre souhaitait que les députés légifèrent dès ce week-end sur 4 thèmes prioritaires. Le contrôle des marchés publics, le patrimoine des élus, l'interdiction pour les entreprises de financer la vie politique et la réduction des dépenses électorales. Patatras, dès mardi, le beau consensus vole en éclats. La majorité RPR-UDF freine, arguant qu'il n'est pas sérieux de délibérer dans la précipitation. À gauche, on n'est pas d'accord sur le contenu des propositions. Mercredi, c'est l'incident à l'Assemblée entre les socialistes et le gouvernement. Suspension de séance et report du débat à lundi. La discussion s'annonce ardue.
C'est la guerre des nerfs. Alors que le landerneau politique spécule sans fin sur la candidature ou non de Jacques Delors à l'Élysée, Édouard Balladur lève lui aussi un coin du voile. En 2 mots, il trace le portrait du candidat idéal, un rassembleur qui sache faire des réformes. Et d'ajouter aussitôt... Moi, j'ai l'obsession du rassemblement. Et encore... Nous avons fait beaucoup de réformes depuis 20 mois. Beaucoup. Peut-on encore parler de suspense ? Tout le monde le dit, l'élection présidentielle se fera au centre et sur l'Europe. Après 12 ans à la tête du CDS, Pierre Méhaignerie cède sa place de président à François Bayrou, européen convaincu et partisan d'une large ouverture. Aujourd'hui courtisé par tous, les centristes, bien que majoritairement balladuriens, entendent monnayer cher leur soutien. Bien, Jacques Delors, je vous repose ma question du début de l'émission. Est-ce que vous êtes, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle? Yann Sinclair, par exception, je vais lire. C'est ce qui est rare chez moi, puisque même mes exposés, je les fais d'habitude à partir de peu de notes. Mais c'est trop important. Comme beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler, de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Et c'est dans ce même esprit que j'ai orienté mes réflexions de ces derniers mois. Bien, Jacques Delors, c'est donc la nouvelle que nous attendions. Vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République. Vous venez de le dire, à la fois pour des raisons personnelles et pour des raisons de politique. Si vous voulez bien, on va quand même revenir là-dessus, parce que durant toutes ces semaines, il s'est créé une attente. Une attente, le suspense, on en parlait tout à l'heure, est monté. Vous avez dit, j'ai pris ma décision, je le dirai avant Noël, ça y est, je l'ai prise, je suis soulagé de l'avoir prise. Excusez-moi, je n'ai parlé qu'une fois à propos d'un interview sur un autre sujet, et j'ai dit j'ai pris ma décision il y a 4 jours. Si vraiment j'avais dit non, de quoi avais-je l'air? Est-ce que les Français ne peuvent pas se dire il a joué avec nous depuis quelques semaines pour faire monter au fond cette attente et cette pression? Est-ce moi qui ai publié des sondages à raison de 3 ou 4 par semaine? Est-ce moi qui ai fait des articles? J'étais à mon travail à Bruxelles, en Europe, dans des voyages, dans des missions. Je refusais les interviews. Je n'en ai fait que quelques-uns à l'appui du livre. Ce n'est pas moi. Voyons. On va essayer de comprendre, parce que c'est vrai, vous le dites dans votre communiqué que je viens d'entendre. Je suis assez scandalisé. Vous savez sans doute que j'ai beaucoup d'estime, pour prendre un exemple, pour Bayrou, et qui a été élu, et je lui prédis un grand avenir. Eh bien, il aurait pu s'épargner ce petit numéro sur ma valse « J'y vas-t-y pas ». Il n'y avait pas de valse. D'abord, je devais attendre le 25 janvier. Mais j'ai dit, parce que je veux que mes camarades socialistes puissent se retourner, car ils ont des chances, je voulais le dire avant. Alors, et le dire publiquement. Précisément, vous, camarades socialistes, vous les mettez dans un mauvais cas. Je vais vous proposer le sondage que nous a fait la Sofres, au cas où vous répondriez ce que vous avez répondu ce soir. Si Jacques Delors n'est pas candidat à l'élection présidentielle, croyez-vous que la gauche a d'autres candidats de valeur et garde ses chances de gagner l'élection présidentielle, ou perd toute chance de gagner l'élection présidentielle? Eh bien, la gauche a d'autres candidats de valeur, 18%, et garde ses chances. La gauche perd toute chance de gagner l'élection présidentielle, 67%. Ça, c'est chez l'ensemble des interviewés. Et chez les sympathisants de gauche, la gauche a d'autres candidats de valeur et garde ses chances, 23. Elle perd toutes ses chances, 66. Alors, d'une part, ça dément un peu ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'elle a d'autres candidats peut-être pour gagner. Deuxièmement, est-ce que vous ne croyez pas que demain, elle va vous en vouloir, au fond, d'avoir attendu jusqu'à maintenant? Je ne pouvais pas le faire avant. Ce n'est pas moi qui ai vu ce mouvement d'opinion, qui l'ai fabriqué. Mais est-ce qu'il était pour rien dans votre réflexion? Est-ce qu'au fond, vous ne vous êtes pas dit, vous aviez parlé vous-même de devoir? Jusqu'au mois de juin. Est-ce que ce n'était pas votre devoir vis-à-vis de ces électeurs-là? Jusqu'au mois de juin, j'envisageais de soutenir Michel Rocard. Ensuite, il y a eu une période de latence, des changements au sein du Parti socialiste. Et à partir du mois d'octobre, les sondages ont montré que j'arrivais en tête dans l'espoir que l'on faisait en moi pour l'avenir. Je ne parle même pas de la présidence de la République. À partir de ce moment-là, je me suis posé la question. Mais je n'allais pas quand même entrer dans la politique française avec les fonctions que j'occupe. Donc je donne ma réponse le plus tôt possible. Je pouvais très bien attendre jusqu'au 23 janvier. Je le fais simplement par égard pour mes amis socialistes. Il leur reste 4 mois avant l'élection. Et à votre avis, qui a des chances parmi vos amis socialistes? On parle de Jacques Lang, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, Michel Rocard, ils ont toutes leurs qualités. Martine Aubry? Ils ont toutes leurs qualités, ils en décideront eux-mêmes. Vous ne vous prononcez pas sur celui que vous aimeriez? Je vais même vous ajouter quelque chose, parce que il ne faut quand même pas voir tout en noir.
Si demain, le Parti socialiste et le Parti radical se mettent d'accord sur un candidat, celui-ci arrivera obligatoirement en deuxième position au premier tour des élections présidentielles et figurera au deuxième tour. Autre exemple, depuis le début de la Ve République, ou plutôt depuis 1969, 69 mis à part, mais après 69, le Parti socialiste, qui les représentait 20 ou 30% dans l'opinion publique, a toujours eu son candidat au deuxième tour avec des scores entre 48 et 52%. Le Parti socialiste, même s'il ne fait pas 40% aux élections législatives, demeure le recours des Français pour la gauche. Donc il en sera ainsi cette fois-ci. Les motivations politiques dont vous parliez, vous dites c'est la crainte de ne pas pouvoir exercer un mandat, évidemment si vous étiez élu, avec une majorité qui est aujourd'hui de 480 députés. D'abord, est-ce que l'arme de la dissolution n'était pas une arme dans la foulée d'une élection présidentielle? Et puis on avait entendu d'autres thèses, notamment qu'avait évoqué Martine Aubry, celle d'un référendum sur les institutions avec une limitation de la durée du mandat du président et puis un changement du mode de scrutin, ce qui pouvait refonder les différentes majorités. J'ai retourné tout cela dans ma tête. Je ne suis pas un grand partisan de la dissolution et des élections à répétition. Je préfère respecter le tempo électoral. Mais si j'avais été élu, face à une assemblée de droite aussi massive, avec aussi l'agressivité qui caractérise beaucoup d'entre eux, il aurait fallu sans doute dissoudre. Alors la meilleure hypothèse, c'est dissoudre avec un référendum ramenant le mandat présidentiel à 5 ans et avec un mode d'élection avec une portion de proportionnel. Eh bien, malgré cela, je peux vous le dire, il n'y aurait pas de majorité pour la politique que je préconise dans ce livre. Pourquoi? Parce que lorsque François Mitterrand a été élu, l'année d'avant, en 1980, dans les enquêtes d'opinion, la gauche était à 47%. Il suffisait de gagner 3 points ou 4 pour être président de la République. Depuis 2 ans, la gauche est à 40%. Et c'est donc presque un miracle que j'arrive, dans des sondages à 4 mois des élections, je ne me fais pas d'illusions, à faire 51, 52, 53. Supposez même que je maintienne cela. Cette différence serait due à mon équation personnelle et n'arriverait pas à se répercuter dans les élections. Donc je me trouverai avec une majorité opposée. Alors je vais vous raconter une histoire. Lorsqu'en 1983, je ne me suis pas mis d'accord avec François Mitterrand pour devenir Premier ministre. Et après, vous avez été ministre des Finances. Voilà, et que j'ai plaidé la rigueur et que j'ai gagné la bataille du SME. Il m'a dit, c'est normal que ce soit vous. Je lui ai dit, oui, mais je veux avoir la monnaie comme l'avait eu M. Raymond Barre. François Mitterrand n'a pas accepté. Il m'a dit l'année d'après, en plaisantant, dans le fond, vous me proposiez d'être le roi fainéant et vous le maire du palais. Et bien moi, demain, je ne veux pas être président de la République pour devenir un roi fainéant et avoir un maire du palais à Matignon qui fait une politique contraire à ma pensée. Je ne veux pas mentir aux Français qui, aujourd'hui, ont confiance en moi. Je le regrette vivement. Mais c'est comme ça. Vous parliez des centristes, là, vous parliez de François Bayrou à l'instant. Il a été hier élu président du CDS. Et dans ce livre, vous parlez du CDS. Vous parlez des centristes en disant « j'ai souvent été proche d'eux, je me sens souvent proche d'eux ». Est-ce qu'à votre avis, ils sont définitivement arrimés dans la majorité, ancrés dans la majorité? Écoutez, en tout cas, ils n'ont pas donné de signe depuis que les sondages me sont favorables. Ils me font souvent penser à quelqu'un qui a besoin d'une prime d'assurance. Il s'adresse à une compagnie dénommée Balladur et puis il dit au cas où vraiment elle serait insuffisante, je vais aller à une compagnie de réassurance et cette compagnie s'appelle Delors. Non, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. On ne peut pas me critiquer violemment maintenant et puis donner aux Français le spectacle en juin prochain qu'on s'embrasse Folleville et qu'on fait un gouvernement ensemble. Un peu de retenue au moins. Non, ça, je veux dire, il faut pas. Les Français en ont assez de la politique. Vous le dites vous-même. Tous les journalistes le disent. Alors moi, je ne veux pas leur donner ce spectacle d'un renversement d'alliance, tout d'un coup, comme ça, miraculeusement, avec un clin d'œil. Ce que je dis, honnêtement, c'est qu'à mon avis, dans la crise spirituelle et morale que traverse la France, le CDS, il redevient aux sources de la démocratie chrétienne, a un avenir. À lui de le saisir. Et je pense qu'un homme comme François Bayrou a les qualités pour cela. Dans la crise de la société française, il y a les affaires. Vous trouvez que la France est gravement atteinte par les affaires? Est-ce que c'est aussi un élément qui a compté dans votre décision? Non, parce que je pense que comme le disait le premier homme qui a pensé au management en France, il disait il y a le même pourcentage de gens pas honnêtes dans tous les corps de métier.
où il y a le même pourcentage d'imbéciles, il y a le même pourcentage de fous. Donc la classe politique française est correcte, loyale, propre. Alors il y a des choses qui ne vont pas. Monsieur Seguin a réuni une commission, il a fait des propositions très intéressantes. Elles seront examinées la semaine prochaine. Je verrai d'après les amendements ce qu'il en reste. Mais surtout, le critère de mon jugement sur la majorité actuelle sera de savoir s'ils acceptent l'application de ces mesures au 1er janvier 1995 et non pas au 1er septembre 1995 comme il en est question. Ça sera un test important. Car ça vaudra dire encore quelques mois, monsieur le bourreau, pour que dans les circonstances actuelles, je puisse amasser le maximum d'argent pour ma campagne. Ce sera un test important pour votre édification personnelle. Pas, pour celle des Français oui, aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que votre décision que vous avez annoncée ce soir est irrévocable. Ah ben bien sûr. On ne va pas jouer avec les nerfs des Français et avec le Parti socialiste ou la gauche en général. Dernière question sur ce thème et sur l'émission. Il faut peut-être tordre le cou à une rumeur qui courait que finalement vous avez un vrai désir d'être aimé de l'ensemble des Français. Faire campagne, c'est vrai que c'était risqué, vous aliéner la moitié d'entre eux. Il suffit de regarder mes 10 années passées en Europe, laissons de côté l'air-plomb, et voir la façon dont j'ai été attaqué par la presse anglaise, les manifestations qui ont lieu contre moi, les bagarres que j'ai menées pour faire avancer mes idées européennes, et on sera édifié, si on veut bien être. Mais la mauvaise foi est toujours possible. Tout votre livre, Jacques Delors, on en a beaucoup parlé ce soir, c'est vrai, est un hymne à la participation des citoyens. Comment est-ce que vous combinez le fait de les exhorter à prendre participation, à une vraie participation à la vie publique, et vous-même, au moment précis où vous avez beaucoup de cartes en main, évidemment, vous pourriez être battu, vous pourriez ne pas réussir, mais vous retirez, vous, de la vie publique. Je vais m'adresser là aux femmes et aux hommes de gauche, dont les ancêtres et même certains d'entre eux chantent une chanson où il dit « Il n'y a pas de sauveur suprême ». Alors il n'y a pas de docteur miracle, pas plus Jacques Delors que d'autres. Moi je suis au coude à coude avec ceux qui veulent lutter contre l'injustice, qui veulent que leur pays rayonne et qui sont européens parce qu'ils pensent que c'est aujourd'hui la seule manière de léguer à nos enfants un ensemble de nations qui leur permettent d'être indépendants, prospères et de choisir leur vie. Je reste au coude à coude avec eux, et là où je serai, et je pense à tous ceux qui militent contre l'exclusion sociale, contre le sida et autres, il y en a des gens admirables en France. Eh bien, si je peux être aussi admirable qu'eux en continuant à militer, j'en serais heureux. Mais je ne voulais pas prendre une décision qui m'amenait à entrer dans des combinaisons et à mentir aux Français. Je suis pour un changement radical de la façon de concevoir la politique. Je suis pour que les Français participent, pour une démocratie active, pour une société en mouvement, contre la société des 2 tiers. Je ne pouvais pas leur donner l'assurance que moi, président de la République, je trouverais une majorité pour le faire. Et vous savez, me retrouver dans les salons de l'Élysée comme le couronnement de ma carrière, ça n'a jamais été mon but. Mon but, c'est d'être utile. Je tâcherai de l'être dans les années qui viennent, à la mesure de mes moyens financiers, physiques et intellectuels. Jacques Delors, merci. Merci d'avoir apporté la réponse ce soir et de l'avoir expliqué avec, je crois, des mots qui toucheront les spectateurs. La semaine prochaine, je recevrai Alain Juppé. Dans un instant, le journal de 20h qui, bien sûr, va revenir sur la nouvelle de la soirée. Jacques Delors n'est pas candidat à la présidence de la République. Le journal de 20h de Claire Chazal qui recevra Jacques Lang. Jacques Lang qui doit être très triste de la nouvelle que vous avez annoncée ce soir. Vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République. Ah, s'il est vraiment triste. Merci à tous. Bonsoir. Pour fêter leurs 20 ans de mariage, Charles et Cathy s'offrent la traversée du Pacifique. Bon voyage! Mais un événement inattendu vient troubler leur paisible croisière. On dirait qu'il est en difficulté. Je vais aller à bord. Aidez-nous. Allons, tout ira bien, vous allez voir. Et c'est là que le cauchemar commence. Cauchemar en haute mer, mardi 22h40 sur TF1.
La gauche revient à la case départ après le renoncement de Jacques Delors et aujourd'hui, chez bon nombre de socialistes, la résignation avait cédé le pas à l'incompréhension. Pour le porte-parole du PS, les raisons politiques de Jacques Delors sont tout simplement incompréhensibles. Mais il y a une deuxième onde de choc dans la majorité. La première conséquence du retrait du meilleur candidat de la gauche est de laisser davantage d'espace à Jacques Chirac. Le maire de Paris était l'invité de Patrick Poivre-d'Arvor à 20 h sur TF1, où il s'est d'ores et déjà présenté comme le candidat du changement. Jacques Delors a donné les raisons de son choix, elles lui appartiennent. Et il a dit tout de même quelque chose d'important. Il a dit il faut remettre la France en marche. Il a ensuite conclu qu'il n'aurait pas ou qu'il risquait de ne pas avoir les moyens de le faire. Ça, c'est son problème. Mais il a eu raison de dire cela. Il faut remettre la France en marche. Parce qu'elle ne va pas bien du tout. Je crois que, hélas, on peut dire cela. Je considère que la France n'est pas condamnée au déclin dont elle donne aujourd'hui un peu l'image, ni aux coupures qui la frappent actuellement. Et c'est ça, c'est la défense de cette cause qui m'anime, et c'est la seule chose qui m'intéresse. La gauche se demande donc comment répondre au vide créé par l'abandon de Jacques Delors. On y reviendra. En revanche, on voit d'ores et déjà se dessiner la nouvelle stratégie de Jacques Chirac. Gilles Bernstein. Pour Jacques Chirac, le renoncement de Jacques Delors est la première bonne nouvelle de la campagne. Le risque de voir un candidat de gauche élu écarté, Jacques Chirac peut désormais disputer sa chance, au moins jusqu'au soir du premier tour, et d'abord en reprenant la dynamique de changement abandonnée hier par Jacques Delors. Face à un baladur qu'il traite à demi-mot de technocrate gestionnaire, face à un désormais possible candidat UDF qui voudra capter l'électorat libéral, Jacques Chirac se positionne déjà comme le champion des victimes de la crise. Que l'on a en réalité négligé, oublié en quelque sorte les forces vives de la nation. Les jeunes, qui ont été plus que d'autres frappés par le chômage, les actifs, c'est-à-dire les ouvriers, les techniciens, les cadres, ce qui fait la force de la nation, et qui ont été frappés à la fois par la crainte du chômage et par une insuffisante progression de leur rémunération, de leur salaire. Jacques Chirac, autoproclamé candidat de la réforme, et c'est vrai seul sur ce terrain tant que les socialistes n'auront pas désigné un remplaçant présentable. Jacques Delors, lui, a à nouveau expliqué sa décision ce soir pour la télévision belge, en laissant entendre qu'il aurait pu en être autrement si ses idées avaient suscité davantage de mobilisation. Je n'ai pas senti des signes, lorsque j'ai eu publié mon livre, L'unité d'un homme, où toutes ces idées sont là, je n'ai pas senti de signes venant soit d'hommes politiques ou de femmes politiques, soit des leaders syndicaux, soit des dirigeants patronaux. J'en ai conclu que tout le monde était content dans son cocon, que la France était immobile et que ça allait bien. Pour eux, j'en ai tiré les conséquences. S'ils vous avaient répondu, vous auriez réagi autrement? Certes. Des deux côtés, de gauche et de droite. Oui. Et du centre. Bien sûr. Dès aujourd'hui, 2 instituts de sondage ont demandé aux Français de juger la décision de Jacques Delors et aussi de désigner les candidats socialistes de rechange les plus crédibles. Jack Lang arrive en tête avec une courte avance sur Michel Rocard. Hélène Devinck. Les sondages avaient redonné l'espoir au Parti socialiste avec les scores de Jacques Delors. Au lendemain de son refus, les premières enquêtes sont le reflet de la perplexité qui s'est abattue sur le PS. Les mieux placés, Jack Lang, talonné par Michel Rocard, 21 et 20% dans un sondage CSA, suivent loin derrière Henri Emmanuelli devant Lionel Jospin et Pierre Mauroy. Les Français interrogés par BVA ont placé Martine Aubry en 3e position, derrière Jack Lang et Michel Rocard. Laurent Fabius arrive lui en 5e place. Tous bien loin des candidats favoris de la majorité. 38% des Français ne regrettent pas la décision de Jacques Delors, 47% sont d'un avis contraire selon l'enquête du CSA. Des résultats assez différents pour BVA, pour qui 41% regrettent et une majorité de 56% ne regrettent pas. Toujours selon le même institut, 68% des personnes interrogées pensent que la gauche a perdu toute chance de gagner l'élection présidentielle. Laurent Fabius estime ce soir qu'il n'est pas en situation d'être candidat. Et puis François Mitterrand n'a toujours pas dit un mot pour l'instant de la décision de Jacques Delors. Il soufflait ce soir les 10 bougies des potes d'SOS Racisme. C'était à l'Élysée-Montmartre devant 1 millier de personnes à Paris. Le président qui depuis 2 ans a renoué le contact avec l'association SOS Racisme après un léger froid pendant la guerre du Golfe.
Le suicide d'un ancien gendarme de l'Élysée mis en examen dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Le capitaine Pierre-Yves Guézou, qui était à la retraite, a été retrouvé ce matin pendu à son domicile. Un événement qui donne un cours tragique à une affaire qui met en cause le premier cercle des collaborateurs de l'Élysée, puisque Gilles Ménage, l'ancien directeur adjoint de cabinet de François Mitterrand, est lui aussi mis en examen. Pierre Baretti. C'est dans ce petit pavillon de Noisy-le-Grand que le capitaine Pierre-Yves Guézou a mis fin à ses jours. À 51 ans, ce jeune retraité de la gendarmerie avait choisi de quitter l'armée discrètement, 3 ans après la dissolution de la cellule élyséenne. Sous les ordres du préfet Proutot et de Gilles Ménage, le lieutenant Guézou avait été chargé de l'exploitation technique des écoutes téléphoniques. Des écoutes qu'avait longuement révélé Libération et où apparaissait d'une lettre d'un G, le gendarme Guézou. Sous le nom de code de Gaël, Pierre-Yves Guézou avait rendu compte des branchements effectués chez le journaliste Edoui Plenel, Hervé Brusini ou bien encore la comédienne Carole Bouquet. Toutes ces écoutes semblent avoir été réalisées au GIC, le groupement interministériel de contrôle, installé dans ce bâtiment, ici, aux Invalides à Paris. Depuis 1991, les écoutes sont strictement réglementées, mais celles effectuées en 85 et 86, donc antérieures à la loi, échappent à tout contrôle. Mais les écoutes de la cellule élyséenne ont fait ce soir un mort, Pierre-Yves Guézou, et son avocate ne comprend pas. J'ai été en contact avec lui jeudi soir. Monsieur Guézou m'a demandé d'assurer la défense de ses intérêts. Il m'a semblé relativement calme. Il avait l'intention de se défendre. Il m'a expliqué qu'en mai 1994, il avait été interrogé en qualité de témoin par le juge d'instruction et qu'il niait toute implication dans cette affaire. Alors il faudra bien au juge Vallat mettre à jour ces fameuses bandes d'écoute, ne serait-ce que pour l'honneur d'un capitaine de gendarmerie qui y a laissé la vie. Le débat sur les mesures anticorruption à l'Assemblée nationale, Charles Pasqua annonce lors de la séance aujourd'hui que l'État va rembourser 50% des dépenses électorales des candidats, et ce pour compenser l'interdiction du financement par les entreprises. Une violente explosion a fait 3 morts cet après-midi à l'usine d'armement de Giat Industrie à Tarbes. L'explosion s'est produite dans un local pyrotechnique qui était censé être protégé contre ce genre d'accident. Il est pour l'instant impossible d'en savoir plus car la police interdit l'accès de l'usine. Guerre des prix en perspective dans le transport aérien sur 2 des destinations intérieures les plus fréquentées en France, Orly-Marseille et Orly-Toulouse. Le gouvernement français commence à déréglementer ces lignes en autorisant l'arrivée de 3 nouvelles compagnies et Air Inter compte répondre en améliorant le service. Il y aura donc un gain pour le consommateur, mais la concurrence sera impitoyable entre les transporteurs. Isabelle Gounin. L'attribution des nouvelles lignes Orly-Marseille et Orly-Toulouse n'est pas vraiment une surprise. Il fallait en effet calmer la compagnie britannique British Airways, avec laquelle Paris était en contentieux auprès de Bruxelles pour des refus d'ouverture de lignes. Résultat, TAT, la filiale française de British Airways, récolte les 2 lignes pour lesquelles elle s'était portée candidate. AOM et Air Liberté sont également satisfaites, puisqu'elles obtiennent ce qu'elles avaient demandé. À présent, Air Inter trouve une concurrence sur ses lignes les plus rentables, Orly-Marseille et Orly-Toulouse, sans compter Orly-Nice, ouverte depuis plusieurs années à AOM. La différence devrait se faire sur les prix pour Orly-Toulouse. Air Liberté y affiche des tarifs nettement inférieurs à ceux d'Air Inter, 550 francs minimum contre 810 francs pour Air Inter. Sur Paris-Marseille, où les tarifs entre AOM et Air Inter sont identiques, la bataille se fera sur les services, le confort et l'accueil. À l'étranger, à nouveau des combats dans la République russe de Tchétchénie, des combats de très grande envergure depuis que les blindés de Moscou sont intervenus directement dans la bataille contre les forces loyales au président sécessionniste Djokhar Doudaïev. Une agitation qui s'est répercutée aujourd'hui jusqu'à Moscou, puisque 5000 personnes, 5000 anciens communistes ont manifesté contre l'intervention des chars russes en Tchétchénie. Les Restos du Cœur font appel à nouveau à votre générosité en lançant leur campagne 1994. C'est la 10e année que des milliers de bénévoles de l'association créée par Coluche lancent ce défi à la fin. Dès aujourd'hui, la distribution des repas a commencé à Montpellier, ici, et ce sera le cas demain à Paris. L'an dernier, 43 000 personnes ont pu recevoir tout au long de l'hiver 36 millions de repas. Les Restos du Cœur veulent porter le nombre de repas distribués à 43 millions cette année. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Ce soir, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Dimanche à 20h45 sur TF1. Vous attendez qui? Le commissaire. C'est pourquoi? C'est pour lui dire que j'ai tué quelqu'un.
Descente aux enfers avec Sophie Marceau et Claude Brasseur. Dès maintenant, jouez sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone au 36 68 9000 en répondant à cette question. Dans quel film Claude Brasseur est-il le père de Sophie Marceau? Joyeuse Pâques, La Boum, L'étudiante? Vous avez trouvé la réponse? Alors jouez au jeu du cinéma sur Minitel 3615 TF1 ou par téléphone 36 68 9000. Gagnez les pins parlants et les billes de TF1 et en exclusivité celle de Un Indien dans la ville. Bonne chance! Depuis les prémices de la vie, l'évolution a légué aux mammifères un héritage royal. Le sang chaud qui court dans leurs veines leur confère une puissance sans pareille. Les mammifères marins sont devenus les souverains de la mer.